Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog et comme promis dans le dernier que moi je viens juste de clôturer, donc on est mardi 4 juillet pour moi exactement comme dans la fin du dernier vlog et je vous ai dit dans ce dernier vlog que j'allais parler lecture dans celui d'aujourd'hui pour vous et c'est le cas parce que donc on est mardi et comme la semaine dernière parce que je fais ce que je veux, aujourd'hui et demain je vais faire un week-end à 600 pages. Ouais je fais ce que je veux, on vient de... En fait il y a un des... J'avais le week-end qui vient au mois de juillet, donc le week-end du, je sais plus, on est les 4 aujourd'hui, 5, 6, 7, le week-end du 8, 9, un truc comme ça, juillet, pour faire réellement un week-end à 400, 600, 800 ou 1000 pages, et j'avais les week-ends du 22, 23 et les week-ends du 30, 31, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais fait un week-end à 1000, pas du tout sur un week-end, parce que bah, du coup il m'en manquait un, enfin un week-end à 400, en vrai vous avez compris, parce que du coup il m'en manquait un. Sauf que je viens de prévoir un truc le week-end du 22-23. Donc on vient de m'annuler, enfin en fait je ne pourrais plus lire le week-end du 22-23. Donc il fallait que je trouve un autre week-end dans le mois. Donc aujourd'hui et demain. Soit mardi et mercredi. Bref, pas très grave. Donc je vais lire 600 pages. J'ai commencé ce matin, mais alors je vous avoue que je me suis de 1, pas levée très tard, de 2, je suis pas très motivée pour lire. Et de 3, ce que j'ai commencé m'a pas très enjaillé. Donc on est mal barré, mais on va quand même, enfin je vais quand même essayer d'y arriver. Bref, le livre que j'ai commencé, c'est Les Aventuriers du très très loin, le tome 2, Zoé Zéphyr de Paul Stewart et Chris Riddle. Il est pas dans ma palle de juin-juillet, enfin je crois pas l'avoir mis, mais c'est un livre qui se lit vite, qui est illustré un peu comme ça et avec aussi des grandes illustrations. Je vais essayer de vous montrer, voilà. C'est quand même écrit assez gros, donc je me suis dit que pour faire des pages sur ce week-end à 600, c'était pas mal. Donc je l'ai commencé ce matin, là il doit être presque 15 h maintenant et je suis qu'à la page 67. Je suis pas très enjaillée. J'ai adoré le tome 1 qui était Fergus Bonheur, mais là je sais pas, j'accroche beaucoup moins. Donc j'aurai un peu de mal à avancer, mais écoutez, je vais quand même avancer dedans aujourd'hui. Mon but ce serait de lire un peu plus de la moitié aujourd'hui de ce livre là et un peu plus de la moitié des 600 pages parce que je préférerais demain... En fait, je préférerais demain me dire qu'il me reste moins à lire que ce que je vais lire aujourd'hui. Parce que dans ma tête, ça sera plus réalisable. C'est pas français. Mais bref, du coup, voilà. Et j'ai lu ça. Donc c'est La Lanterne Magique de Anne-Gaëlle Balp et Simon Moreau. Vous l'avez vu dans le book haul avant-hier pour vous, un truc comme ça. C'était très chou, vraiment ça se lit hyper vite pour le coup, hein. Il y a très peu de texte et très peu de... et des grands dessins, voilà. Je vous montre une autre page que celle que je vous ai montrée dans le book haul. Tant qu'à faire, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de texte, il y a des pages de texte comme ça, et il y a des fois du texte directement au milieu de l'illustration. Comme ça, elle est trop belle celle-là aussi, j'adore. Bref, voilà, c'est une histoire... assez sympathique, assez cool, peut-être un poil trop court, mais après c'est clairement pour les enfants, je sais pas à partir de quel âge tu peux lire ça seul, mais 7 ans, un truc comme ça, enfin, vraiment tu peux lire ça tout seul très tôt, et quand tu sais pas lire, genre même à 4-5 ans, quelqu'un peut te le lire, c'est vraiment une histoire très mignonne, très chou, qui se lit très rapidement, c'est vraiment cool et j'adore le détail des angles. En fait, les angles du livre ont été arrondis. Je trouve ça trop chou. Et du coup, c'est moins dangereux pour les enfants aussi. Je sais pas, je trouve ça... Voilà, bref. En gros, j'ai bien aimé. C'était pas révolutionnaire. Mais si je trouve d'autres graphiques, albums comme ça, écrits par Anne-Gaëlle Balp, bah, je pense que je les lirai parce que c'était sympathique. Et avant de commencer ce vlog, j'ai commencé en termes de lecture le tome 2 de la collection Harry Potter, là vous savez je vous les ai montrés aussi dans le book haul, mais j'ai pas fini le tome 2, donc bah, du coup je reviendrai vous voir quand je l'aurai fini et peut-être quand j'aurai avancé dans ça aussi, je sais pas, mais je reprendrai plus tard en tout cas. Il est presque 18 h, j'ai un petit peu avancé dans Zoé Zéphyr, j'ai dépassé, je suis à la page 112 je crois, un truc comme ça, mais je l'ai pas pris avec moi donc c'est du à peu près, mais vous ferez avec et vous aurez la vraie info plus tard dans ce vlog. Et j'ai lu 2 graphiques, donc je vais commencer par celui-là parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est Harry Potter, enfin c'est la collection Harry Potter au cinéma, le volume 2, du coup Le Chemin de Traverse, le Poudlard Express et le Ministère, et je l'ai trouvé clairement moins bien que le premier. Alors, en fait dans le premier du coup c'est sur les créatures
Du coup, les sombrales, les centaures, les créatures du lac, tout ça. Et dans le premier, il y a vraiment beaucoup de dessins, il y a vraiment beaucoup d'infos sur comment ils ont construit ces animaux. Il y a Aragorn aussi, comment ils ont construit ça, comment ils ont fait une partie en image de synthèse, certes, mais comment à chaque fois, il existe réellement ces animaux, sauf pour les créatures du lac, je crois, parce que avec toutes les histoires de réflexion dans l'eau, c'est compliqué de tourner dans l'eau avec des créatures, enfin bref, mais du coup t'as vraiment plein d'infos sur comment ils ont créé à l'écran, physiquement, toutes ces créatures là, alors que là, je dirais pas la moitié, mais je dirais que bien un tiers de ce qui est écrit, c'est dans Harry Potter à l'école des sorciers, Harry et Hagrid se rendent sur le chemin de traverse et t'as vraiment un résumé de quelques lignes de ce qui se passe dans les films. Alors évidemment, je vais pas préciser, mais c'est Harry Potter au cinéma, donc on parle ici que des films, pas des livres. Mais ouais, enfin, alors c'est peut-être bien pour certaines personnes qui situeraient plus bien les scènes et tout, mais bon, bah, moi je connais les films globalement par cœur, donc j'ai pas besoin que tu me resitues les scènes et tout. Et au final, bah ça prend quand même rappeler les scènes et dire dans quel contexte on voit le chemin de traverse, quand est-ce qu'on voit le ministère de la magie, comment le chemin de traverse évolue au cours de la saga. La première fois que tu le vois, donc dans Harry Potter à l'école des sorciers, il est plein de vie, il y a plein de sorciers, il y a plein de sorcières, il y a plein d'élèves de Poudlard qui font leurs achats, il y a plein de boutiques et tout. Et dans les derniers films, quand tu vois le chemin de traverse, il est à l'abandon, sale et triste parce que les mange-morts sont passés par là. Donc ça c'est intéressant de savoir comment ils sont passés de l'un à l'autre, parce que bah, pour eux il n'y a pas eu d'évolution, enfin je veux dire les mange-morts sont pas passés dans le décor, ils n'ont pas tout détruit, tu vois, c'est les décorateurs qui ont fait ça, et décoratrices. Et le Poudlard Express, bah, on n'a pas vraiment de détails sur comment c'est fait, vraiment, ils ont passé plus de temps à nous expliquer comment ils avaient choisi les lieux et mis en scène les scènes dans la gare de King's Cross, qui sont pas toutes tournées à King's Cross d'ailleurs, que réellement le train en lui-même. Le train, ils te disent juste, bah ils ont trouvé un vieux train qui traînait, ils l'ont pris, ils l'ont repeint en rouge et basta. Enfin genre, et tout l'intérieur, l'aménagement de l'intérieur, enfin vraiment, ouais, j'ai pas eu toutes les infos que je voulais, je suis un peu dégoûtée, mais le tome qui m'intéresse le plus, c'est le tome 3, je crois que je l'ai lu dans le book haul, sur les Horcrux et tout, vraiment ça, j'ai trop hâte de le lire, je ne le lirai pas aujourd'hui ou demain, mais j'ai hâte. Et en fait, même les images on a dans ce tome-là plus d'images tirées des films que des maquettes et des scènes du décor. Et je trouve ça dommage parce que le chemin de traverse, ils ont dû y passer des semaines, des mois pour le faire. Enfin, le chemin de traverse c'est vraiment très complet. En plus, il y a pas mal d'easter eggs dans le chemin de traverse. Là-dedans, il n'y en a qu'un qui est cité. Et ici, ce qui n'était pas le cas dans le tome 1, on a une petite mini paragraphe, je dirais, sur la réaction de J.K. Rowling quand elle a vu le décor du chemin de traverse, parce que, alors pour nous c'est évident, tu vois, enfin pour moi c'est évident parce que j'ai vu des films avant de lire les livres, du coup je me suis jamais imaginé réellement toute seule les décors. Vous voyez, le chemin de traverse, quand je lis le livre, j'ai l'image du film en tête. J'ai jamais lu le livre sans avoir cette image en tête parce que j'ai vu les films avant. Mais il y a plein de lecteurs dans le monde et plein de lectrices dans le monde qui ont imaginé ces décors et J.K. Rowling elle-même les a imaginés pour pouvoir les décrire. Du coup, elle se balade dans le décor et qu'elle valide le décor, je sais pas, c'est ouf. Mais ouais, enfin je sais pas, j'ai trouvé ce tome-là moins intéressant. Après, voilà, je sais pas trop. Le truc que j'ai trouvé vraiment cool, c'est ça. Ils ont créé ça, c'est le plan de Gringotts. Genre avec les souterrains et tout. C'est pas ouf. Enfin, vraiment, je trouve ça ouf. Parce que dans le film, tu te rends pas vraiment compte d'à quel point c'est profond et tout. Et voilà, il te donne quelques infos sur les lieux de tournage. Ils ont principalement construit les décors, notamment. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que le réalisateur des premiers films, notamment, Chris Columbus, voulait absolument construire un maximum enfin, voulait absolument tourner les scènes dans des lieux qui existaient réellement, et si c'était pas possible, construire réellement les décors. Donc par exemple, ils ont cherché dans toute l'Angleterre une rue possible pour le chemin de traverse. Vous voyez? Et ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, donc ils ont construit la rue entièrement en décor. Genre c'est ouf. Et aujourd'hui, en fait c'est dommage, enfin, c'est à la fois cool et pas cool parce qu'avec le numérique tu peux faire des trucs plus ouf, tu vois, mais en même temps pour les acteurs et les actrices c'est pas génial de tourner tout le temps sur fond bleu ou sur fond vert. Mais du coup c'est une époque où la technologie permettait
d'améliorer ce qui existait, mais pas réellement de créer. Donc il fallait un support physique pour créer. Et il y a aussi tout le détail sur cette scène-là, là. Voilà, avec tous les globes et tout, qui est l'un des rares décors à ne pas avoir réellement de support physique pour le coup, parce que c'était trop compliqué avec toutes les histoires de réflexion sur les boules en verre et tout. Mais ouais, je trouve ça ouf que il y ait autant de décors créés. Et par exemple, la banque Gringotts, c'est un bâtiment qui existe réellement. Ils ont réellement tourné dans la gare de King Cross. J'arrive pas à dire le nom de cette gare, c'est trop chiant, mais bref, vous avez compris. Et je sais pas si ça sera le cas. Mais en lisant ça, il y a un lieu, bon en dehors de Poudlard évidemment, je pense qu'on aura un tome sur Poudlard, enfin quoi que je sais pas trop, mais bref. Mais il y a un lieu que j'aimerais trop savoir comment ils l'ont construit, si la maison elle existe réellement ou pas. C'est le terrier, plus que la maison d'Harry. Mais vraiment le terrier... En fait, la maison d'Harry c'est une maison de moldu, donc en soi elle a rien de ouf, tu vois, c'est une maison classique, il n'y a rien de magique dans la maison. À part les lettres, mais qui débarquent toutes seules, mais la maison en elle-même, c'est une maison de moldu, alors que le terrier, c'est une maison de sorciers, quoi, et de sorcières. Et du coup, ouais, j'espère que dans un des tomes, on aura le terrier. Et la maison des Lovegood aussi, ça serait trop cool. Bref. En tout cas, j'ai été un peu déçue par ce tome 2, mais bref, je l'ai quand même lu. Et j'ai aussi lu Aliénor Mandragore, le tome 4, Le Chant des Corrigans, de Séverine Gauthier et Thomas Laboureau. Je l'ai emprunté à la bibliothèque et j'ai aussi le tome 5 que je vais lire, je sais plus trop sur quel week-end, mais j'ai prévu mon planning, enfin bref, vous verrez ça soit dans ce vlog là, soit dans un vlog suivant, pas très grave. Voilà, du coup c'est le tome 4, j'aime beaucoup Aliénor Mandragore, vraiment. J'ai eu un peu de mal parce que du coup ma lecture du tome 3 date, du coup j'ai eu au tout début, les personnages font référence à ce qui s'est passé à la toute fin du tome 3, ce qui vient juste d'arriver pour eux, et moi ma lecture datait, du coup c'était un peu... J'étais un peu en mode oulala, j'ai pas tout compris, mais rapidement, Aliénor et Lancelot, qui sont devenus proches au fil des 3 premiers tomes, se lancent dans une nouvelle quête et vont voir le peuple donc des Corrigans pour récupérer un objet qui appartient à la fée Morgane. Et voilà, on suit ça, c'est une nouvelle aventure. C'est assez dangereux quand même, enfin c'est assez dangereux. Ce qui leur arrive est assez dangereux et du coup à lire c'est assez violent. Il y a quand même des scènes de bataille avec un espèce d'homme de pierre, alors ça n'a pas le nom auquel on s'attend. Enfin, les hommes de pierre ont un nom, mais là ils me reviennent pas évidemment, mais c'est pas ce nom-là dans cet univers-là. Mais ouais, pour les enfants c'est quand même assez violent, tu vois. Je dirais plutôt 11-12 ans pour lire ça que 6-7 ans, vous voyez, parce que 6-7 ans vraiment c'est un peu violent, les scènes de bataille, et puis c'est aussi au niveau des relations, Lancelot et Aliénor se disputent un peu, ils chamaillent, ils sont pas d'accord, ils finissent par s'engueuler vraiment, enfin voilà, on est loin de la BD mignonne gentille pour les enfants, ça reste de la jeunesse, mais la saga évolue, ça devient assez sombre malgré tout. Enfin, pour une saga jeunesse, c'est quand même assez sombre, je trouve, mais moi j'aime toujours autant. Et j'ai trouvé ça très cool. Voilà, du coup je l'ai dit, j'ai aussi un petit peu avancé dans Zoé Zéphyr. Mais là, je vais commencer un autre bouquin que je vous montrerai soit ce soir, soit demain. Je vais pas lire en entier le bouquin que je vais commencer aujourd'hui, mais c'est juste que avec tout ce que j'avais prévu, donc tous les graphiques plus le Zoé Zéphyr, il me manque quelque chose comme 80 pages pour atteindre réellement les 600 pages lues. Donc il faut que je commence un bouquin, donc je vais commencer un roman et je vais le commencer aujourd'hui. Je pense que je vais lire là 1 ou 2 chapitres et après je le continuerai demain et je vous reprendrai. Je sais pas si je vous reprendrai réellement ce soir ou demain, mais je vous reprendrai. Je viens de m'installer devant le trépied et il n'y avait pas la caméra. Du coup là j'ai mis la caméra, c'est mieux, parce que sinon ça sert à rien. Bref, il est quelle heure? Tiens, j'ai mon téléphone juste là, c'est pas mal. Il est 20h27 précisément et je vais arrêter de lire pour aujourd'hui. Un peu parce que j'en ai marre de lire, mais surtout parce que j'ai envie de reprendre Grey's Anatomy. Ouais, je suis à la saison 2. Oui, bah écoutez, c'est ma vie, c'est comme ça. Bref, on s'en fout. Je vous le dis maintenant avant de zapper, à 315 pages lues. Donc j'ai lu 315 pages entre ce matin et ce soir, 20h. Voilà, à peu près 12 heures, j'ai mis à lire ça. C'est pas mal, franchement pas mal. Bref, j'ai avancé là-dedans. Zoé Zéphyr, bon, c'est toujours vraiment pas ouf. Alors en fait, c'est pas que c'est nul, c'est juste que par rapport aux autres livres de Paul Stewart et surtout de Chris Riddle, bah, c'est moins bien. Vous voyez, je trouve le personnage pas
pas ouf. Et je sais pas, il manque un truc, c'est un peu brouillon en fait. Et c'est dommage pour un tome 2. Pourquoi je prends l'accent du Nord comme ça? Pour un tome 2, mais j'arrive pas pour un tome 2. Bref, de la je sais pas combienième saga écrite par l'auteur, tu vois, et par Paul Stewart aussi, enfin par les auteurs, voilà, vous avez compris, tu vois. C'est pas leur première saga, ils sont pas du tout, c'est pas du tout des jeunes auteurs, et du coup c'est bizarre que ce soit si brouillon que ça, mais écoutez, bref, je suis à la page 125, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas là maintenant je suis sûre de vous l'avoir dit, et j'ai commencé ça, donc c'est le club du calmar géant, le tome 1, l'incroyable équipage du poisson globe de Alex Bell. Voilà, bon j'ai pas lu grand chose, hein, j'ai lu les 2 premiers chapitres. C'est juste histoire de dire que je l'avais commencé aujourd'hui. De base, j'avais prévu de lire une quarantaine de pages aujourd'hui et donc une quarantaine de pages demain puisqu'il faut que je lise à peu près 80 pages de ce bouquin pour atteindre les 600 pages. En plus de tout ce que j'ai mis dans ma palle. C'est-à-dire ça et des graphiques. Bon c'est pas très grave, je dirai la suite demain. J'ai lu 34 pages donc on n'est pas si loin des 40 pages. Donc oui, c'est pas non plus, voilà. Mais voilà, je continuerai demain, c'est assez sympathique. On rencontre une jeune fille... orpheline, mais pas vraiment orpheline, ouais c'est assez chelou, qui vit au club du calmar géant parce qu'elle est orpheline donc, même si, bref, et qui veut rentrer dans le club du calmar géant, sauf que le club du calmar géant n'accepte toujours pas les filles. Voilà, c'est-à-dire que dans la première trilogie de l'autrice, on suit Stella, donc la première trilogie c'est le club de l'ours polaire, et donc Stella au début du tome 1 du club de l'ours polaire se bat pour rentrer dans le club parce qu'il est exclusivement masculin, blablabla, tout ça. Elle finit par réussir à rentrer dans le club. C'est pas vraiment un spoil, hein, parce qu'il n'y a pas d'histoire si elle rentre pas dans le club, voilà. Et suite à ça, au fait que le club de l'ours polaire ait accepté une jeune femme, les autres clubs ont ouvert aussi leur club aux femmes. Sauf le club du calmar géant. Et donc Ursula, c'est assez comique vu qu'on est dans l'univers marin et tout, qu'elle s'appelle Ursula, enfin bref, veut entrer dans le club du calmar géant, mais pas de bol, elle accepte pas les femmes. Voilà, et en plus elle vit avec du coup la directrice en gros c'est une école, c'est l'école du club et les jeunes gens ils vont une année, ils font l'année scolaire là-bas et puis ils rentrent pour les vacances d'été chez eux, sauf que Ursula elle y vit tout le temps parce qu'elle a pas de chez elle, tu vois. Et du coup là c'est l'été, donc elle est toute seule avec cette dame, et cette dame elle l'aime pas en gros Ursula, je sais pas, on sait pas trop pourquoi mais elle l'aime pas. Il doit y avoir une raison là-dessous qu'on saura probablement plus tard, mais en tout cas elle l'aime pas et elle est pas vraiment féministe cette femme, hein, vraiment c'est pas son délire le féminisme, mais bon, c'est comme ça. Bref, du coup là voilà. On sent bien que Ursula cache des choses et a un secret, d'ailleurs elle l'a répété déjà plusieurs fois, donc ça va commencer à me taper sur le système si elle continue à m'expliquer qu'elle a un secret et qu'elle me dit pas c'est quoi. Tu peux avoir un secret encore une fois, mais si tu passes ton temps à m'expliquer que t'as un secret et que tu me le dis pas, ça a tendance à m'agacer, tu vois. Tu as un secret, tu le gardes, très bien, je m'en fous, tu vois. Mais passe pas ton temps à m'expliquer que t'as un secret et que tu me le diras pas parce que ça commence à me gonfler, hein. Donc j'espère qu'elle va rapidement nous dire son secret. Mais là, vu la fin du chapitre 2, a priori on a une partie de son secret déjà. C'est la fin du chapitre 2 donc ce serait pas un spoil et peut-être que c'est écrit dans le résumé, mais j'ai pas envie de vous le dire parce que en fait je pense aux personnes comme moi qui lisent pas les résumés, donc même si c'est écrit dans le résumé, et ben je vous le dirai pas. Voilà, bref, continuons à ça demain. Ils ont la semaine hein, parce que je l'aurai pas fini demain, et je terminerai Zoé Zéphyr demain. Et là je vais vous laisser et aller regarder Grey's Anatomy. On est mercredi, il est 10h37, c'est assez rare que je vous prenne aussitôt. En vrai je suis réveillée depuis longtemps, hein. Je me suis forcée à sortir de mon lit à 9h ce matin. Ce qui n'était pas gagné, mais j'ai réussi. Bref, j'ai un peu lu et là je vais devoir quitter mon appartement. À regret, je dois bien vous avouer que... Alors pas définitivement, hein, Dieu merci. Mais je vais devoir aller faire des courses. Parce que là, en fait, depuis que je suis rentrée de vacances, je n'ai pas fait de courses. J'ai juste été à Picard histoire de survivre. Mais là, à un moment donné, il faut que j'aille faire des courses. Vraiment, j'ai pas le choix. Donc, je vais y aller ce matin. Bref, mais avant ça, c'est pour ça que je me suis... En fait j'aurais pu me lever plus tard, hein, c'est pas la question, tu vois. Mais je me suis levée tôt parce que je voulais lire avant de partir. Donc, j'ai lu Emma et Capucine, le tome 5, je crois, c'est ça. 5, Un été trop court de Jérôme Hamon et Lena Sayapoum toujours. Et comme le titre l'indique, ça se passe en été. Alors ça se passe un tout petit peu après la date à laquelle on est, puisqu'on est le 5 aujourd'hui, c'est ça? Voilà, c'est ça, on est le 5 juillet et le livre se passe entre le 7 et le 16-17 juillet. Franchement, niveau timing, je suis pas trop mal.
C'était cool. Et dans ce tome-là, bah, du coup, c'est les grandes vacances, donc elles ont plus de cours de danse, elles ont pas d'école, évidemment, leur quotidien est complètement changé, comme c'est les vacances. Et on se questionne principalement sur, pas forcément le sexisme en tant que tel, mais toutes les idées préconçues qu'on a sur les femmes, sur les filles, sur les jeunes filles, mais aussi sur les garçons. Elles vont rencontrer des garçons qui sont les fils du meilleur ami de leur père, chez qui ils vont en vacances. Et en fait, elles vont se rendre compte déjà que eux, ils ont des petites réflexions sexistes. Mais bon, c'est rien de méchant, c'est pas grave en soi, mais bon, voilà. Et ensuite, elles vont se rendre compte qu'elles-mêmes, elles en ont. Genre, elles supposent qu'ils vont pas danser dans une soirée parce que ce sont des mecs, tu vois. Pourquoi? Genre, c'est sexiste de penser ça. Voilà, et puis il y a d'autres petits trucs comme ça. Vraiment, c'était à la fois très cool, très léger, très fun à lire parce que c'est l'été, parce que c'est les vacances au moment où je le lis et dans le bouquin. Mais en même temps, il y a ces petites réflexions qui sont cool. Voilà, du coup, j'ai bien aimé. Et j'ai avancé, j'ai dû lire à peu près un chapitre et demi du Club du Calmar Géant. Donc je suis à la page 53, il me semble pas vous l'avoir dit. Du coup, là, je suis à 382 pages lues. Voilà, donc il me manque un peu plus de 200 pages, mais ça devrait le faire dans la journée normalement. Voilà, du coup, j'ai avancé. Effectivement, on a eu le secret d'Ursula dévoilé, qui est un secret très cool. En gros, on va parler de créatures. En gros, elle a le même genre de secret qu'à Stella. Si vous avez lu Stella et le monde gelé, mais en rapport avec la mer. Voilà. Je sais pas vraiment si c'est écrit. Elle a un secret. Ah oui, c'est marqué dans le résumé, mais je vous le dis pas. Voilà, parce que moi j'avais pas lu, donc moi je savais pas avant de commencer le résumé. Et ça, pour ceux qui se poseraient la question, ça m'énerve autant hein, quand le secret est révélé dans le résumé, que tu as lu le résumé et que le personnage pendant 100 pages t'explique qu'il a un secret et qu'il te le dira pas, alors que c'est marqué dans le fucking résumé. Ça m'agace tout autant que quand j'ai pas lu le résumé et que je connais pas le secret. Ça me saoule. Vraiment, cette espèce de suspense, ça me saoule. Mais bref. Voilà, du coup c'est très cool, on va suivre ça. Et maintenant que son secret est dévoilé, enfin à une personne en particulier, je sais pas trop comment elle va... Parce que vraiment c'était vital pour elle de le cacher, c'était vital pour elle que personne ne le sache. Et là elle se rend compte que un de ses amis le sait depuis longtemps en fait. Il n'a pas dit qu'il le savait, il lui a pas dit qu'il le savait, mais il le sait. Du coup ça la perturbe un peu, mais voilà, on va lire ça. J'aime bien pour l'instant le personnage d'Ursula et c'est cool. Bref, voilà, je voulais juste faire un petit point là ce matin avec vous. J'ai pas avancé dans Zoé et Zéphyr, je ferai ça dans l'après-midi, de toute façon, faut que je le finisse aujourd'hui. Et là, même si j'ai pas du tout envie de le faire, eh bien je vais faire les courses. Je vous le dis maintenant avant d'oublier, je suis à 510 pages lues sur les 600 du coup. Donc pas mal, il est 15h46, j'ai pas fini Zoé et Zéphyr, mais j'ai avancé dedans. Et il me reste un chapitre à lire du Calmar Géant là pour avoir le nombre de pages en finissant Zoé et Zéphyr, évidemment sinon ça marche pas. Mais là je reviens parce que j'ai lu ça. Donc ça c'est 16, le tome 2, le chien des ombres. Le tome 1 c'était L'or des Aztèques et c'est de Frédéric Maupomé et Aude Solélac. Et voir que c'est de Frédéric Maupomé, ça me fait peur vu ce qui s'est passé dans le tome 2, mais bref, je vais quand même continuer la saga. Là, celui-là, je l'ai emprunté à la bibliothèque, j'ai trouvé plusieurs tomes de la saga, j'étais trop contente. Le tome 1, je l'avais acheté d'occasion, totalement par hasard, je pensais que c'était du contemporain. Et en fait, on suit une jeune fille, donc 16, je vais essayer de vous la montrer, donc c'est celle qui est au milieu là, c'est elle. Voilà, qui vit avec sa mère, qui va à l'école et tout, elle doit avoir, je sais pas... elle est au collège, il me semble. Elle a 10-11 ans, par là, un truc comme ça. Soit elle est au collège, soit... Je crois qu'elle est au collège. Donc elle doit avoir 11-12 ans, bref. Elle vit avec sa mère, tranquillou bilou. Et, enfin, tranquillou bilou, pas vraiment, parce que sa mère est du coup mère célibataire. Enfin, est veuve, plus précisément. Et elle galère à joindre les deux bouts et tout. Enfin, bref, c'est assez compliqué. Mais c'est pas du contemporain parce que 16 voit les fantômes. J'adore, vraiment, c'est très cool. Et du coup, elle voit les fantômes. Donc dans le tome 1, c'est clairement introductif, on met les choses en place, sa relation avec sa mère, avec ses deux meilleurs amis qui sont donc là sur l'illustration. Et du coup, le fait qu'elle voit les fantômes et tout. Et il y a toute une histoire dans le tome 1 sur son père qui est donc mort et sur sa belle famille, j'allais dire. Pas du tout, mais sur la famille du côté de son père à 16, qui du coup qu'elle ne connaît pas du tout, qu'elle n'a jamais rencontré.
parce qu'il y a eu un souci quand ses parents se sont mariés, la famille de son père, ils étaient pas contents et tout, enfin bref. Il y a eu des embrouilles, et donc on suit ça dans le tome 1. Et ici, bah, comme c'est marqué dans le titre, il y a une histoire avec une espèce de chien des enfers, genre chelou, vraiment. Mais en fait, c'est très bizarre parce qu'on suit vraiment le quotidien de Sixtine. Donc là, elle va à l'école, elle finit par avouer à ses deux meilleures amies qu'elle voit les fantômes et tout parce que ça devient un peu compliqué de leur cacher. Et en parallèle, on suit les problèmes d'argent et le fait qu'elle risque, elle et sa mère, de se faire expulser de leur maison parce que bah, sa mère n'arrive plus à payer le prêt et tout, donc ça devient vraiment compliqué. Et en même temps, on a cette espèce de femme qui adopte un espèce de chien chelou qui fait flipper, qui est clairement surnaturel, mais tu sais pas trop pourquoi. Et voir que c'est Frédéric Maupaumé, ça me fait peur parce que Frédéric Maupaumé, c'est celui qui a écrit Super, donc le cycle 1 et le cycle 2, et je sais pas combien il y a de cycles, mais moi j'ai lu que le cycle 1. Et en fait, Super, j'ai adoré le tome 1, et chaque tome j'ai moins aimé parce que ça devenait trop SF. Pour moi, ça partait dans des délires que j'ai trouvé. C'était trop en fait. C'était trop pour moi et j'ai pas aimé. Et là, on commence à partir dans des délires un peu chelous. Du coup, c'est pas le même illustrateur puisque dans Super c'est David et là c'est Aude Soléac, comme je l'ai dit. J'aime beaucoup les dessins. Je vais peut-être vous montrer une planche. Voilà, donc là, ça y est, une planche du quotidien de Sixtine tranquille qui va à l'école et tout, tu vois. Et il y a aussi une histoire de rivalité au collège, toute cette question ouais, c'est au collège, c'est la période où tu sais, tout le monde a telle paire de baskets et a telle marque et tel sac et tout, et du coup si tu l'as pas, bah t'es nul. Sauf que bah faut vous douter bien que la mère de Sixtine, elle a déjà du mal à rembourser son prêt pour regarder la maison, donc acheter les dernières baskets à sa fille, c'est pas vraiment sa priorité. Donc Sixtine est plus ou moins, c'est pas, je pense que c'est le cas dans l'histoire, mais c'est pas montré. Elle est victime de harcèlement parce que bah, du coup elle a pas ce qu'il faut et on la traite de clochard, clairement. Voilà. Du coup c'est assez... il se passe quand même pas mal de trucs et tout. Et vraiment ce qui m'a sauté aux yeux et ce que je trouve trop cool, c'est que c'est écrit gros dans les bulles. Vraiment, parce que j'en ai marre des bulles où c'est tout écrit tout petit, tout minuscule. Moi j'arrive pas à lire. Là c'est écrit gros, c'est cool. Du coup c'est des grandes cases, des grandes bulles. Et mes yeux ils sont contents. Voilà, du coup c'est quand même 80 pages. C'était pas négligeable pour le week-end à 600 pages. Hein. Bref, voilà. Du coup voilà, j'ai les tomes 3 et peut-être 4, je sais plus. Mais j'en avais trouvé plusieurs à la bibliothèque, donc je suis contente. Je lirai la suite dans pas longtemps normalement. Mais j'avoue que j'ai un peu peur de ce que ça va donner dans le tome 3 et dans le tome 4. Je sais pas combien il y a de tomes en tout, mais ça me fait un peu flipper. Mais j'aime beaucoup Sixtine, donc enfin le personnage, je veux dire. Du coup, on verra. Il est 18h06 précisément et j'ai atteint les 600 pages. Peut-être que je vais lire encore un peu ce soir, je sais pas, mais avant d'oublier, je me suis dit que j'allais venir vous dire que j'avais atteint et même dépassé, bon, pas grand chose comme d'habitude, mais j'ai quand même dépassé les 600 pages, je suis à 605 pages lues. Voilà. Du coup, j'ai terminé Zoé Zéphyr, donc le tome 2 des Aventuriers du très très loin, toujours de Paul Stewart et Chris Riddle, et comme je l'ai déjà dit, c'est clairement pas le meilleur livre de Chris Riddle et pas le meilleur livre écrit à quatre mains par ces deux auteurs. En fait, j'adore Chris Riddle et j'ai beaucoup de mal avec Paul Stewart. Et dans le premier, ça ne m'a pas dérangé. Mais là, en fait, l'univers est beaucoup plus proche des univers de Paul Stewart que de ceux de Chris Riddle. Et du coup, bah, ça pense avec moi. Vous voyez, c'est logique, c'est normal. Bon, les livres, les objets livres sont toujours absolument magnifiques. Et rien que pour ça, j'aimerais les garder. Mais je suis pas non plus du genre à garder un livre juste parce qu'il est beau. Voilà. Mais là, du coup, j'ai lu le tome 1 et je l'ai bien aimé. J'ai terminé celui-là. Je vais lire le tome 3. Je sais pas c'est quoi le tome 3. Mais il faudrait que je le trouve pour le lire. Et si le tome 3 me plaît pas, je finirai par me séparer de la saga. Mais en tout cas, je l'ai terminé. Et j'ai avancé dans le club du Camar Géant, le tome 1. J'ai atteint la page 89. C'est ça, et du coup je suis à 605 pages, donc en gros, et du coup il est 18h, donc il me reste le temps de lire, ce qui est cohérent puisque je suis capable de lire 1000 pages en 2 jours, là j'ai lu que 600 pages en 2 jours entre guillemets, donc forcément je suis capable de lire plus et il me reste du temps, c'est assez cohérent, mais je sais pas si je vais lire plus parce que du coup j'ai très envie de regarder des vidéos YouTube et des épisodes de Grey's Anatomy, oui.
évidemment. Mais voilà, du coup j'ai avancé, j'aime bien le début, c'est assez cool. Et là l'aventure va réellement démarrer, tout a été mis en place, préparé et tout par l'autrice avec les personnages, tout le machin, et maintenant ça va réellement démarrer. Donc c'est cool, je vais l'avancer dans la semaine, je sais pas trop quand est-ce que je vous reprendrai dans ce vlog, mais je vais pas le clôturer maintenant, vous le voyez à la durée du vlog, normalement, moi j'espère. Mais voilà, je reprendrai dans la semaine, je sais pas quand, mais probablement quand j'aurai un peu avancé là-dedans ou d'autres trucs à vous dire, je sais pas. Je vous reprends, on est vendredi, il est 21h34 précisément. Et maintenant que j'ai une idée à peu près du titre que je vais mettre à ce vlog, si vous savez compter, il manque des livres et des BD. Oui, il manque des livres et des graphiques pour que je respecte ce que j'ai mis dans le titre. Et normalement, comme je sais compter, et ben, il faut que je vous montre encore plein de livres et pas mal de BD. Enfin, je crois qu'il manque un livre par rapport au nombre que j'ai mis, logiquement, et plusieurs BD, vraiment plusieurs graphiques, parce que tout simplement, à partir de ce soir 19h, j'ai commencé un week-end à 800. Et là, je peux vraiment dire un week-end à 800. Parce qu'on est vendredi soir. Voilà. Et du coup, contrairement au week-end à 400 et à 600, déjà, comme je viens de le dire, c'est un vrai week-end. Non mais c'est bien, voilà. Et j'ai décidé de le commencer le vendredi à 19h et pas le samedi matin, pas le samedi à minuit ou le samedi matin, comme j'ai fait pour le week-end à 400 et le week-end à 600. Bon, c'était pas des samedis, mais vous avez compris. Déjà parce que lire 800 pages en 2 jours, c'est quand même pas mal. Du coup, si je pouvais grappiller quelques heures et quelques pages sur le vendredi soir, c'était pas mal. D'ailleurs, j'en ai lu 141 ce soir. Là, je vais m'arrêter parce que j'ai envie de regarder Grey's Anatomy. Voilà. Donc ça, c'est la première raison. C'est pas mal de commencer et d'avoir des pages lues déjà ce soir. Et la deuxième, c'est parce que j'avais très très hâte de commencer ça. Qui est donc le dernier livre pour faire le total du livre que j'ai mis dans le titre. C'est Le Guide des Dragons Tueurs par Harold le Barbare, traduit du vieux norrois par Christina Cobel. Voilà, je vous l'ai montré en vlog et je vous l'ai montré dans le book haul. J'adore, il est magnifique, ce livre est magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Il est trop beau, j'adore. Je suis trop fan, vraiment. Je sais pas s'ils ont... Je pense pas qu'ils aient édité toute la saga comme ça. Mais c'est trop, vraiment, c'est trop trop beau. Voilà, du coup j'avais très envie de le commencer et j'ai patiemment attendu 19h pour le commencer, j'ai pas triché. Bon, j'ai pas énormément lu au final, hein. J'ai lu 53 pages, mais et voilà, je suis juste contente de l'avoir commencé. J'avais un peu peur que ce soit vraiment un guide avec des détails sur les dragons, des éléments sur les dragons, plus qu'une histoire. Mais en fait, c'est vraiment une histoire. Bon, ça m'aurait pas dérangé si on avait des détails sur les dragons, mais à choisir, je préfère quand même une histoire. Et c'est vraiment une histoire. En fait, j'ai pas très bien... J'arrive pas trop à savoir si ça va être une histoire ou si on va avoir genre plusieurs petites histoires dans ce livre, mais... A priori, c'est une seule histoire. Mais bref, peu importe, je m'en fiche. En tout cas, là, j'ai commencé. Et donc, dans ce que j'ai lu, c'est l'anniversaire de Harold, qui a la particularité d'être né le 29 février. Et c'est... comment dire, ça résonne pour moi, parce que moi, je suis née le 29 août. Donc, moi, j'ai mon anniversaire tous les ans. Pas de soucis. Sauf que ma demi-année, c'est le 29 février. Voilà, donc c'est pas très grave, j'ai ma demi-année tous les 4 ans, ça va, je m'en suis remise, il y a des gens, c'est leur anniversaire, enfin bref, c'est comme ça, tu vois. Sauf qu'en fait, en étant née fin août, j'ai jamais pu faire mon anniversaire à l'école, parce que c'était les vacances, tu vois. Et c'est con, tu vois, mais quand t'as entre, je sais pas, 6 et 10 ans, et que tu vois tous tes petits camarades, tous tes petits copains, là, et tes petites copines, faire leur anniversaire, parce que presque tout le monde le faisait, amener des gâteaux, amener des boissons, c'est cool, c'est fun, tu vois, et moi je peux pas le faire. Voilà, et vous allez me dire, il y a d'autres gens qui sont comme ça, il y a d'autres gens qui sont nés en juillet ou en août, oui. Et du coup, une année, j'ai vu une petite fille faire sa demi-année. Parce que vous savez, quand on a entre 6 et 10 ans, c'est hyper important la demi-année. Bref, et du coup, elle a fait sa demi-année parce qu'elle était née au mois de juillet, je crois. Un truc comme ça, du coup, elle a fait sa demi-année, trop cool. Sauf que moi, je peux pas faire ça. Parce que j'ai ma demi-année que tous les 4 ans. Et il fallait que j'aie ma demi-année. Ensuite, il fallait que ça tombe pas pendant les vacances. C'est con, mais si ça tombe pendant les vacances, ça sert à rien. Et ensuite, il fallait que ça soit un jour d'école. Tu vois? C'est-à-dire pas un samedi et pas un dimanche.
j'ai pas vérifié le calendrier, mais je crois que c'est jamais arrivé au cours de ma scolarité qu'un 29 février tombe en semaine et pas pendant les vacances scolaires. Vraiment, c'est jamais arrivé. Du coup, je me rappelle avoir fait un scandale à mes parents. Et genre, vraiment, c'était une espèce de pré-crise ado, mais vraiment, en fait, pour moi, c'était important, tu vois, de pouvoir fêter quelque chose à l'école avec mes amis et je pouvais pas. Du coup, je devais avoir 8-9 ans, un truc comme ça. Et comme mes parents, eux, avaient dû regarder le calendrier et se rendre compte qu'avant que je rentre au collège, ça serait pas possible que je fasse ma demi-année, parce que je suis née en 93, et donc il y a l'année bissextile, c'est l'année prochaine. Ouais, du coup, je maîtrise parfaitement les années bissextiles. Là, vraiment, je maîtrise à la perfection les années bissextiles. Donc du coup, 2024, en gros, ça correspond aux JO, aux années des JO. Voilà, c'est comme ça que mon père s'en rappelait, si jamais, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rappellent comme ça, mais bref. Du coup, 2024, 2020, 2016, 2012, donc 2012 je suis au collège, c'est mort. 2008, j'ai quel âge? 2008 j'ai... Ah oui non, 2008 je suis trop vieille. 2012 je suis pas du tout au collège, je suis au lycée, je suis même à la fac. Bref, donc 2008 je suis au collège ou au lycée, donc ça sert à rien. 2004, pareil je suis au collège. 2000 j'ai 7 ans. Et ça devait tomber, je sais pas, un jour de week-end ou pendant les vacances scolaires, j'en sais rien. Donc en fait, il y avait que l'année 2000 où j'aurais pu faire ma demi-année à l'école. Vous voyez? Parce que du coup, 2004, j'étais au collège, donc ça marche plus. Mais c'est cool, tu vois, mais ça marche plus. Et 96, les 3 ans. Donc en fait, enfin, vous voyez, ça va hyper vite. Donc c'est hyper chiant. Bref, j'avais fait tout un sketch à mes parents. Et j'avais fini par fêter la Saint-Audrey à l'école. Bah oui, mais en fait, sport de co, c'est le seul truc que je pouvais faire avec mes petits camarades de l'école et j'étais très contente d'avoir fait ça. Je me rappelle vraiment de ce jour-là, comme si c'était hier, mais genre, vraiment, j'ai un souvenir où, en plus, ce jour-là, du coup, fallait emmener les gâteaux, les boissons et tout à l'école, donc il fallait absolument qu'on me dépose à l'école, et ça peut paraître con dit comme ça, mais moi j'allais à l'école à pied avec ma grande sœur. Vraiment. Et ce jour-là, précisément, je sais même pas s'il avait posé une journée ou s'il avait prévenu qu'il serait en retard, j'en sais rien, mais ce jour-là, mon père m'a emmené à l'école. Genre vraiment, je le revois, charger tous les trucs dans la voiture, avec mon cartable, mes affaires, vraiment me déposer. J'ai cette journée dans la tête, vraiment, et c'est un super souvenir. Donc voilà, si vous avez dans votre entourage ou des enfants qui peuvent pas, qui sont comme moi en fait, qui sont nés fin août et qui peuvent faire, voilà, parce que ça marche si t'es né le 29, ça marche si t'es né le 30, ça marche si t'es né le 31 août, c'est-à-dire que tu peux pas faire ton anniversaire à l'école et t'as pas de demi-année ou une demi-année tous les 4 ans, mais c'est relou. Voilà, du coup, s'ils ont une s'ils ont une fête de leur prénom, parce que c'est pas non plus tous les enfants, mais s'ils ont une fête de leur prénom, et que c'est possible de le faire à l'école, si ça les tente, voilà. En gros, s'ils sont tristes de pas pouvoir faire l'anniversaire, je vous donne cette petite. Bref, j'avais pas du tout prévu de blablater autant sur le 29 février, mais il se trouve donc que c'est l'anniversaire de Harold, qui est né le 29 février, et du coup, je comprends, vraiment. C'est hyper important parce que cette année-là, c'est que la 3e fois qu'il peut réellement fêter son anniversaire, puisqu'il est né, 4 ans plus tard, il avait un 29 février, ça fait 1. 4 ans plus tard, il avait 8 ans, il avait un 29 février, donc là, il a 12 ans. C'est réellement la 3e fois seulement de sa vie que le jour de son anniversaire existe. Je sais pas si vous... Voilà. Et donc, du coup, il y a un concours organisé avec une autre tribu, et puis voilà. Et il va faire une mission pour son père. Il aurait bien aimé passer son anniversaire tranquille, tu vois. D'ailleurs, il a prié Thor, leur dieu, là. Il lui a demandé une journée tranquille, sans problème. Mais ça n'existe pas dans la vie de Harold. Voilà, vraiment, je trouve ça très cool. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai pas prévu de blablater autant sur le 29 février, mais écoutez, voilà. Sachez que j'ai très très mal vécu d'être née fin août, quand j'étais petite. Voilà. Bref, sinon, évidemment, j'ai pas fini ça du dernier rock que je vous ai parlé, donc j'ai avancé dans le club du calmar géant. Le tome 1, l'incroyable équipage du poisson globe. Et là, l'expédition a vraiment commencé. On est vraiment dedans et c'est assez cool. C'est de Alex Bell, je l'ai pas dit. J'ai pas énormément lu hier parce qu'en fait, j'avais que hier et jusqu'à 19h aujourd'hui de pas week-end d'assistant ou à 800. Voilà, j'ai pas énormément lu hier, mais j'ai lu un petit peu aujourd'hui, donc avant 19h, des pages que je ne compte pas. Et là, j'ai lu un chapitre. Juste histoire de dire que j'avais un peu avancé dedans pour faire les 800 pages. Je pense pas que je le finirai aujourd'hui, ou je pense pas que je le finirai d'ici dimanche, mais j'espère le finir lundi et du coup clôturer le vlog quand j'aurai fini ça lundi. Parce que du coup, pour mon nombre de livres, il va être dans le titre celui-là.
enfin bref. Et avec tout ça, vous vous rendez bien compte qu'on n'arrive pas du tout à 141 pages. Bah non. Du coup, j'ai lu un graphique. Voilà. J'ai lu 16, le tome 3, le salut du pirate de Frédéric Maupomé et Aude Soleillac. Et j'avais peur de pas aller au bout de la saga parce que vraiment ça part un peu en... En fait, ça... Le tome 1 est vraiment du contemporain avec une touche de fantastique. Là, on est clairement dans du fantastique littéralement jusqu'au cou. Du coup, ça évolue vraiment, vraiment vite. Donc j'avais peur de ne pas aller au bout de la saga, mais il se trouve qu'il n'y a que 4 tomes dans cette saga, que j'ai emprunté le 4e à la bibliothèque et que je compte bien le lire ce week-end. Donc a priori, je vais finir la saga. Voilà. Ce tome-là, c'était assez bizarre parce que ça s'est lu vite, c'était sympa, c'était cool. Mais c'est clairement un tome de transition pour préparer le final du coup du tome 4. À mon sens, même si ça a pris 76 planches du coup, parce qu'il fait 76 pages pour faire ça, ça aurait pu être fait en bien moins de planches et que ça soit juste une trilogie, vous voyez. Mais bon, je vais quand même lire le tome 4. En attendant, je ne vais pas me plaindre et je vais apprendre à parler parce que ça fait des pages pour mon week-end à 800, donc c'est pas mal. Pas mal. Voilà, du coup j'avancerai les 2 bouquins là, que j'arrive pas à attraper là demain, et vous l'enverrez probablement. Lui, le goal c'est de le finir sur le week-end. Ça devrait pas être trop difficile, franchement ça va aller. Et lui, bah, comme je l'ai dit, je le finirai pas ce week-end, mais je le finirai probablement lundi. Enfin en tout cas, j'espère. Et là, je vais donc, comme je l'ai dit, aller regarder Grey's Anatomy. Et si jamais ça vous intéresse de m'entendre, / m'écouter, je sais pas trop, parler de Grey's Anatomy, de ce que je pense de ce revisionnage, je le ferai probablement dans les prochains vlogs, mais là, c'est un vlog lecture, comme je l'ai mis dans le titre normalement. Et si je commence à blablater sur Grey's Anatomy en plus, ça va durer vraiment des heures et des heures. Donc je me compte que sur les lectures et les week-ends de 600 et 800 pages pour ce vlog-là. On parlera d'autres choses dans les prochains vlogs, mais pas dans celui-là. Voilà. On est samedi, il est tard, hein, il est 15h04 parce que j'ai pas vraiment eu de matinée. J'ai pas d'explication, mon réveil a sonné. Je me rappelle que mon réveil a sonné beaucoup trop de fois ce matin, mais je me suis pas levée. Voilà, du coup j'ai dû attendre de me réveiller naturellement, malgré le fait que mon réveil a sonné une bonne vingtaine de fois. Et donc bah, mon réveil naturel est tard, hein, voilà, parce que mon réveil naturel est réglé sur le réveil naturel d'un ado de 15 ans, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Bref, du coup je me suis levée tard. Oh non, j'ai oublié mon livre, pas cool du tout ça. Bon, j'ai quand même lu et avancé dedans mes lectures, mais bon, j'aurais pu plus lire si j'avais eu une vraie matinée. Bref, j'ai lu ça, donc c'est T-Zombie le tome 2, Sans famille de Cazeneuve, Jacques Moir et William. J'ai hésité à le lire parce que, comme je l'ai dit peut-être dans ce vlog, je sais plus, je préfère présenter plusieurs tomes d'une même saga dans les updates, et j'avais que ce tome là, je trouvais pas la suite, mais j'ai finalement commandé la suite sur je sais plus quel site, mais je devrais recevoir ça la semaine prochaine, donc du coup je me suis dit que je pouvais le lire. Voilà, c'est très cool, j'adore cette ambiance. On n'est pas du tout dans une ambiance estivale, alors même qu'il doit faire pas loin de 30 degrés, voire plus que ça aujourd'hui. Je sais pas, et je crois pas que j'ai vraiment envie de savoir la température qu'il fait aujourd'hui. Il fait très chaud, vraiment, il fait beaucoup trop chaud. On est plutôt dans une ambiance automnale, hein, dans un cimetière et tout, pas estivale du tout, mais j'adore, vraiment j'adore, je trouve ça très chou. Je sais pas réellement quels enfants pourraient lire ça, à la fois en termes d'âge et à la fois en termes de maturité, on va dire, parce que c'est quand même assez... un peu trash, c'est enfantin mais un peu trash quand même. Je sais pas à partir de quel âge il est recommandé de lire ça, mais bon, c'est quand même chez Bambou, donc ça reste de la jeunesse. Mais en gros, je vous conseillerais de lire les BD vous, avant de les faire lire à des enfants de votre entourage que vous connaissez, pour savoir vous, si les enfants peuvent le lire, vous voyez, parce que ça doit vraiment dépendre des enfants. Bref, je vous montre une planche, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et contrairement au tome 1, il me semble dans le tome 1 on a vraiment une petite histoire par planche, ce qui n'est pas un format de BD que j'aime beaucoup d'habitude, mais j'avais adoré le tome 1. Et là c'est le cas sur, je dirais à peu près la moitié de la BD, c'est des petites histoires, une histoire par page, vraiment par planche. Alors il y a quand même une espèce de
de cohérence et de chronologie dans l'ordre dans lequel les histoires sont racontées, mais ça reste des petites histoires, vous voyez. Et à partir de la moitié, il y a une histoire suivie qui se met en place, et du coup j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, j'ai bien aimé, pas passer une demi-heure sur ça. Ça suffit. Et évidemment, j'ai avancé dans l'aventure du Poisson Globe, là, l'incroyable équipage du Poisson Globe, et Guide des dragons tueurs, parce que j'adore. Voilà, j'ai lu une 50aine de pages de ça. Je suis à la page 110. Voilà, le but c'est de le finir demain, donc il va falloir que j'avance un minimum. Et je crois que j'ai lu quelque chose comme 2 chapitres de ça, donc je suis à la page 191. Voilà, franchement, j'avance plutôt bien. J'ai regardé à combien de pages j'en étais. Je crois que je suis à 278 pages lues, là. Franchement, c'est pas trop mal. J'aimerais bien dépasser les 500 pages lues aujourd'hui. Je sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais bien. Toujours dans la même idée. L'idée, c'est que le dernier jour du week-end, ou du challenge du nombre de pages, il me reste moins de pages que ce que j'ai déjà lu à lire. Parce que je trouve ça plus facile comme ça. Enfin bref. Mais bon, étant donné que j'ai pas eu vraiment de matinée aujourd'hui, peut-être que j'y arriverai pas. Surtout que j'avoue que je suis pas mal accro à Grey's Anatomy. En plus, je suis dégoûtée parce que hier, je voulais finir la saison 2. Mais comme elle fait 27 épisodes, bah, j'ai pas pu. Donc voilà. Donc je sais pas si je vais réellement dépasser les 500 pages aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que si je continue à vous parler, je vais pas lire. Donc j'arrête de vous parler et je vais lire. Il est 18h15 et je suis à 405 pages lues. Je pense pas que je vais lire beaucoup plus ce soir. Peut-être que je lirai un graphique tout à l'heure, mais je suis pas sûre du tout d'atteindre les 500 pages. Mais c'est pas très grave en vrai. J'ai avancé là-dedans. Il me reste une centaine de pages à lire pour le terminer, puisque je suis à la page 145 et il en fait 200 dans les 240. Enfin, j'ai compté vite fait parce que les dernières sont. Genre les 40 dernières pages sont pas numérotées, donc ça m'aide pas à des masses, mais bref, j'aime bien. J'adore cet univers et j'adore ce personnage, donc évidemment que j'adore Guide des dragons tueurs, j'adore les dragons aussi, et c'est bel et bien une seule histoire dans ce bouquin. Voilà, du coup c'est en gros c'est un tome supplémentaire, une nouvelle aventure de Harold et les dragons, donc c'est un peu plus compréhensible de pourquoi dans certaines éditions c'est considéré comme le tome 6 et dans d'autres il a juste pas de numéro. Par contre, je sais pas trop pourquoi ils ont mis que c'était le tome 6. De mémoire, je crois que j'ai lu le tome 7. Enfin, j'ai lu le vrai tome 6, qui est donc théoriquement après celui-là. Et ça m'a pas dérangé, genre j'ai pas eu l'impression que il me manquait des infos. Et là, j'ai pas enfin, soit je m'en rappelle pas, possible, mais j'ai pas l'impression que ce qui se passe ici, on y fait référence dans les tomes théoriquement suivants. Enfin, vous voyez. Bref, du coup, tu peux lire à peu près n'importe quand tu lis la saga de Harold et les dragons. C'est pas gênant. Le seul truc, c'est que comme ils se rendent dans une bibliothèque, ce qui est assez cool, j'avoue, ils citent des titres de livres qui sont les titres des premiers tomes, en fait. C'est tout. Mais c'est les titres des tomes, donc ça spoil pas vraiment, parce que c'est les titres des bouquins à chaque fois. Bref, j'ai aussi avancé là-dedans. Je suis à la page 220. En vrai, ça se lit vraiment bien, c'est assez cool, j'aime bien. Il y a juste, j'allais dire 2-3, mais là j'en ai qu'une en tête, une incohérence qui me paraît. En fait, qui gâche un peu ma lecture, vous voyez, parce que j'y ai pensé, ça va pas en fait. Voilà. En gros, on t'explique qu'ils sont dans leur aventure, perdus donc dans l'équipage, le Poisson Globe c'est un sous-marin, qui sont dans le sous-marin, et ils t'expliquent que ils sont un peu coincés et qu'ils n'ont pas trop le choix, qu'ils doivent se mettre en danger pour quitter une certaine zone de l'océan. Sauf qu'en fait, il y avait une autre solution bien moins dangereuse et bien plus facile, tu vois. Et comme j'ai ça en tête, et que c'est pas, on te dit pas qu'ils peuvent pas faire cette autre solution, juste ils y pensent pas, ce qui est possible hein, parce que c'est des enfants, tu vois. Mais du coup, moi ça me perturbe de me dire qu'ils se mettent en danger alors qu'il y avait une autre solution hyper facile et hyper. Bon. S'ils auraient choisi cette autre solution, s'ils avaient, pardon, choisi cette autre solution, il n'y aurait pas eu d'histoire et il n'y aurait pas eu d'aventure, tu vois. Mais bon, du coup, mon cerveau d'adulte est pas très content. Mais sinon, j'aime bien. Clairement, pour l'instant, j'aime moins que la trilogie de Stella et Éléments de Gelée, enfin du Club de l'ours polaire. Mais c'est quand même très sympathique. Voilà. Et
Surtout, j'ai lu le 3e tome de la collection Harry Potter au cinéma, donc Horcrux et Reliques de la mort de Jodie Levenson, il me semble, c'est ça. Et le titre est un petit peu mensonger, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, on revient sur la création des 6 Horcrux, puisque le 7e c'est Harry, donc c'est l'acteur. Voilà, donc on revient sur la création des 6 Horcrux et sur l'épée de Gryffondor qui va détruire pas mal de... enfin plusieurs Horcrux, même si c'est pas un Horcrux elle-même. Et on a aussi la création des 3 reliques de la mort, donc sachant qu'une des 3 reliques, à savoir la pierre, est aussi un Horcrux, donc voilà. Mais on n'a pas que ça, et notamment la première partie du livre, en fait, revient sur la création... Alors déjà, on a le collier de Alex Bell, enfin de Alex Bell, pas du tout, Alex Bell c'est l'autrice, je confonds, de, comment elle s'appelle, Katie Bell, ouais j'étais pas loin, donc c'est pas le collier de Katie Bell, mais c'est le collier qu'elle touche et blablabla, donc on voit dans les films, le dessin est magnifique. Alors on t'explique pas vraiment comment ils ont créé ça, c'est, ils l'ont dessiné puis ils l'ont créé, il n'y a rien de particulier entre guillemets, ça reste un bijou, tu vois, enfin voilà, et puis c'est pas... On ne voit pas beaucoup à l'écran, c'est pas hyper important. Donc on a ça, et on a aussi toute la création de toutes les étapes de ce qui protège la pierre philosophale. Alors, de ce qui protège la pierre philosophale dans les livres, dans le film justement, et pas dans les livres, parce que dans les livres, il y a plus de choses qui protègent la pierre que dans le film. Dans le film, il n'y a que 4 choses, donc Touffu. Voilà, donc il t'explique comment ils ont fait Touffu. Ils ont créé une partie des têtes et des pattes de Touffu en vrai, et la plupart des images de Touffu sont en images de synthèse, mais ils ont quand même créé des parties de Touffu en vrai, ce qui est quand même assez ouf. Voilà, donc Touffu, la truc du diable, là, la plante du diable, là, je sais plus comment ça s'appelle, le filet du diable, voilà, j'ai retrouvé. Et il t'explique que cette scène-là, ils l'ont tournée à l'envers. Vraiment, je vais pas, si vous voulez lire les livres, je vais pas tout détailler, mais il t'explique que vraiment, la scène telle qu'on l'a dans le film, c'est le rembobinage de ce qu'ils ont réellement filmé. Je sais pas si vous comprenez, si vous ne comprenez pas, il faudra lire le livre pour comprendre. Donc il y a ça. La 3e, c'est les clés. Un peu comment ils ont créé les clés et la vraie clé qui ouvre la porte. Et les échecs. Et alors, comment ils ont fait les échecs, c'est ouf. Parce que moi, j'étais persuadée que, pour plusieurs raisons, toutes les pièces d'échecs étaient par image de synthèse. Et en fait, non. Ils ont entièrement, je dis bien entièrement, créé toutes les pièces d'échecs à taille réelle en vrai. Et ils ont même été jusqu'à faire les explosions des pièces d'échecs en vrai. D'ailleurs, comment il s'appelle, Rupert Grint, donc l'acteur qui joue Ron Weasley, dit que c'était trop cool d'avoir toutes ces explosions autour de lui dans la scène. Mais c'est dangereux. Bon, évidemment, je suppose qu'ils ont fait ça avec tout un tas de sécurité, blabla, et que personne n'a été blessé, blabla, tout ça, mais... D'ailleurs, je crois que si, Rupert Grint s'est blessé en tombant du cheval, enfin du cavalier. Mais bref, donc voilà, ils ont vraiment créé tout ça. Donc il y a toute cette partie-là, et sur aussi la création de la pierre en elle-même, comment ils l'ont créée et tout. Donc ça prend quand même... attendez. Ah oui, il y a ça aussi, j'avais oublié. Le miroir du Reset. Et alors, je savais pas. J'ai découvert un truc de ouf sur le miroir du Reset, c'est que la phrase qu'il a écrite en haut du miroir du Reset, en fait, se lit à l'envers. Voilà, je vais pas vous la lire, et si vous voulez vous renseigner par vous-même là-dessus... Vraiment, mais en fait, t'as l'impression que c'est une phrase écrite genre en vieux latin ou dans une vieille langue perdue que tu sais pas ce que ça veut dire. En fait, il suffit juste de lire de droite à gauche et pas de gauche à droite. Et vraiment, ça veut dire quelque chose, quoi. Et c'est vraiment trop cool. Bref, donc il y a ça aussi, comment ils ont créé ce miroir-là. Et donc, comment ils ont créé la pierre. Et donc tout ça, ça fait quand même 25 pages du bouquin, enfin, du graphique là, qui en fait 62. Donc on n'est pas à la moitié, mais on en est... Enfin, c'est quand même beaucoup, tu vois, c'est pas genre 3 pages. Voilà, et après, donc, il t'explique comment ils ont créé la bague, la pierre, le pendentif. Il y a toute une page sur le pendentif. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que les films ont commencé à sortir et à être
enfin ont commencé à être tournés et à être réalisés, alors que J.K. Rowling n'avait pas fini d'écrire. Puisque le premier livre est sorti en 97 et le premier film est sorti en 2001. Donc au moment où sort le Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma, on n'a pas la finalité de l'histoire en fait. Et il y a plein de choses que probablement J.K. Rowling ne savait même pas à ce moment-là, honnêtement, et que du coup les spectateurs et les gens qui ont créé tous ces objets ne savaient pas. Genre quand ils ont créé la baguette de Dumbledore, ils savaient pas que c'était la baguette de Suro, l'une des reliques de la mort. Donc en fait ils ont créé l'une des reliques de la mort sans même se rendre compte que c'était ça. Ils ont aussi créé la... ça je trouve ça ouf, la coupe de Helga Poufsouffle qui est un Horcrux. Ils l'ont designé, ils l'ont créé, ils ont fait plusieurs essais et tout, jusqu'à avoir la coupe qu'ils voulaient, sans savoir qu'ils allaient devoir la dupliquer à des centaines et des centaines d'exemplaires, parce que oui, la scène tournée dans le coffre des Lestrange, avec tous ces objets, a été tournée avec des objets réels. Bon, des objets en caoutchouc, certes, mais genre, il n'y a pas d'ajout d'image de synthèse pour dupliquer les objets. Les acteurs se sont réellement retrouvés entourés par tous ces objets physiquement quand ils ont tourné la scène. Et je trouve ça vraiment ouf parce que, encore une fois, si on tournait les films aujourd'hui, il y aurait beaucoup plus d'images de synthèse qu'il n'y en a dans les films tels qu'ils sont. Et je pense que c'est aussi... Enfin, que ça permet au film de bien vieillir. Parce que, bah, mine de rien, je viens de le dire, le premier film est sorti en 2001, donc il a plus de 20 ans aujourd'hui, et je trouve que quand tu regardes Harry Potter à l'école des sorciers encore aujourd'hui, ce qui a le plus mal vieilli, et Daniel Radcliffe est le premier à le reconnaître, c'est le jeu des acteurs. Le jeu des acteurs est vraiment pas ouf. Ce sont des jeunes acteurs, évidemment, je parle des trois acteurs principaux, donc Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint. Vraiment, leur jeu d'acteur est vraiment pas ouf. Et évidemment, ils ont 10-11 ans quand ils ont tourné ces films-là, donc ça n'a rien de ouf. Et leur jeu s'est amélioré au fil des films. Encore heureux, mais vraiment c'est le truc qui a le plus mal vieilli. Tu vois que c'est mal joué, tu vois que c'est mal tourné, tu vois que c'est pas des acteurs en fait, c'est juste des enfants. Et Daniel Radcliffe le reconnaît lui-même. Daniel Radcliffe a dit dans une interview qu'il était incapable de regarder les 3 premiers films tellement son jeu était mauvais. Il le reconnaît lui-même, vraiment. Et du coup, toutes les scènes autour, toutes ces scènes-là, sur des balais volants, tout ça, ça a bien vieilli. Principalement parce que ça a été dans la grande majorité fait en vrai. Genre le miroir du Reset, il a été fait qu'en un seul exemplaire, mais il y a un exemplaire qui existe réellement. Enfin, je sais pas, je trouve ça ouf, parce qu'encore une fois, sur les films d'aujourd'hui, on n'aurait pas toutes ces scènes-là. Sur les films d'aujourd'hui, enfin sur un film tourné aujourd'hui, cette scène-là, c'est sûr que ce serait des images de synthèse, vous voyez. Enfin bref, du coup j'ai vraiment bien aimé. Le tome 2 était vraiment moins bien, mais celui-là était vraiment cool. Je sais pas c'est quoi les tomes suivants, mais faudrait que je me renseigne et que je les commande. Peut-être que je les ai déjà commandés, je sais plus. Parce que j'ai passé des commandes dans la semaine là, mais je sais plus. Je crois. En fait, je suis sûre de les avoir mis dans mon panier. Mais je sais pas si je les ai retirés avant de passer à la commande ou si je les ai réellement commandés. Ouais, faudrait que je me mette d'accord avec moi-même. Bref, là il est 18h quasiment 30 maintenant, voilà, 27. Et j'ai décidé de regarder le dernier épisode de Grey's Anatomy avant de manger. Donc, je vais aller regarder le dernier épisode de la saison 2, on se calme. Donc le dernier épisode de la saison 2. Et peut-être que, ouais, dans la soirée, je lirai un autre graphique. Je sais pas si j'avancerai encore dans les 2 livres, là, ou pas. Je sais pas si j'attendrai les 500 pages ou pas. Et je ne sais pas si je vous reprendrai ce soir ou seulement demain. Mais là, j'ai extrêmement chaud. Et alors, m'asseoir devant ma fenêtre avec le volet à moitié ouvert pour faire de la lumière, c'est plus possible. Vraiment, c'est plus possible. Donc, je vais refermer le volet et faire réellement la meuf enfermée dans son appart dans le noir. Voilà. Je fais ça rarement parce qu'en général, le volet est ouvert. Mais là, il fait trop chaud. Et je vous retrouverai plus tard. On est dimanche matin. En fin de matinée, certes, mais dimanche matin quand même, puisqu'il est 11h. Et alors pour vous ça va pas changer, en fait pour vous ça va rien changer parce que vous ne saviez pas ce que j'avais prévu de lire pour ce week-end des 800, mais j'ai décidé de changer un truc hier parce que même si je voulais pas montrer quand j'ai commencé ce week-end des 800, j'avais fait une palle, tu vois, pour atteindre plus ou moins les 800 pages, je savais à peu près ce qu'il fallait que je lise. Et j'avais mis un graphique de plus que ce que je vais lire au final, là il m'en reste 2 à lire. Sans compter celui que je vais vous montrer et que j'ai lu ce matin. Et en fait j'avais prévu un graphique en plus. Sauf que je me suis rendu compte que si je supprimais un graphique, je pouvais, les pages qui me manquaient, du coup,
ça correspondait aux pages qui restaient du Club du Calamar Géant, le tome 1, l'incroyable équipage du poisson globe de Alex Bell. Du coup je me suis dit, autant tenter. Donc je suis pas sûre d'y arriver, peut-être qu'au final je lirai quand même le graphique pour compléter le nombre de pages, mais j'avais pas prévu que ce soit le cas, mais le but c'est de le finir aujourd'hui. Du coup je me suis rendu compte de ça hier soir, donc hier soir j'ai lu 2 chapitres de plus, il me semble, parce qu'il me restait vraiment beaucoup de pages à lire de ça, et là il me reste moins de 100 pages parce qu'il fait, là je suis à la page 274, j'ai dépassé les 500 pages ce matin, je suis à 519 pages je crois, un truc comme ça, de lu depuis le début, et il en fait 348. Voilà, donc là du coup il me reste 70 pages à lire, 75 pages à lire, un truc comme ça, donc ça devrait le faire, et puis du coup je lis toujours la fin d'un roman plus vite que le début, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, parce que je suis bien dans l'univers. Si j'ai atteint ces pages là et que je sais que je vais aller au bout, c'est parce que j'aime bien le bouquin envoyé, du coup je suis bien dedans, je suis bien avec les personnages, et surtout j'ai envie de connaître la suite, enfin la fin, alors que quand j'ai lu les 30 premières pages et qu'il faut que je continue, je suis un peu moins motivée, vous voyez. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, je sais pas réellement si les gens sont comme moi ou pas, enfin les gens qui lisent je veux dire, mais c'est le cas. Donc en tout cas j'aimerais bien terminer aujourd'hui. Si je le termine pas aujourd'hui, je lirai un graphique de plus pour compléter le nombre de pages, et ce vlog je le terminerai demain. Quoi qu'il arrive, je terminerai ce vlog seulement quand j'aurai terminé ce bouquin là, donc voilà. Je me suis dit autant qu'à faire, autant de le terminer sur le week-end, tu vois, ça serait quand même mieux. Bref, et ce matin j'ai terminé une saga de graphiques que j'ai adoré, je trouve ça trop cool. Et c'est bien que ce soit marqué dessus parce que j'aurais espéré une suite sinon, même si ce tome 5 est sorti il y a un moment. Donc c'est Aliénor Mandragore, le tome 5, le Val sans retour, toujours de Séverine Gauthier et Thomas Laboureau. Et donc voilà, je l'ai emprunté à la bibliothèque, et là c'est clairement marqué dernier épisode. Donc il n'y a pas de suspense, il y a rien du tout, c'est fini. J'ai beaucoup aimé Aliénor et le personnage, et Aliénor Mandragore, la saga. Et c'est cool parce que dans ce dernier tome, on a des réponses sur la naissance de Mandragore, enfin d'Aliénor, comment elle est devenue qui elle est, pourquoi elle a les pouvoirs qu'elle a, qui sont des questions qu'elle se posait pas forcément, qu'on n'a pas forcément vu écrites dans les tomes précédents, vous voyez, mais qu'en tant que lectrice, moi je me suis posée, tu vois, je me suis demandé pourquoi elle avait ces pouvoirs-là, pourquoi elle avait ces espèces de trucs a priori que personne d'autre n'a. Vous voyez, et on a ces réponses-là dans ce tome, et j'ai trouvé ça très cool. J'aime toujours autant les dessins et tout, les grands dessins comme ça, c'est ma passion dans la vie, vraiment, j'adore. Et c'est principalement des pages comme ça, avec pas des cases, vous voyez, plutôt des lignes en fait. Il y a des planches avec des cases bien sûr, mais il y a beaucoup de planches avec des lignes, comme je vous ai montré, et je sais pas, je trouve ça très cool. J'allais vous en montrer une, mais c'est la dernière, donc je peux pas vous spoiler la dernière non plus. Voilà. Et il y a aussi quelques planches avec plusieurs bulles et très peu de texte, comme ça. Et j'aime bien quand ils font ça. Je trouve ça en fait, je trouve que faire ça, ça met vraiment en valeur le dessin du dessinateur. Ici, en l'occurrence, il me semble. Attendez, je vais vérifier ça. C'est ça. Scénario Séverine Gauthier et dessin Thomas Laboureau. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et ce matin, c'est tout ce que j'ai lu. Enfin, c'est tout ce que j'ai lu ça et j'ai avancé dans le Club du Calmar Géant. Et peut-être que vous le voyez, peut-être que vous le voyez pas. J'ai pris une douche et je me suis lavé les cheveux dans l'espoir vain que ça me rafraîchirait. Bon, ça a duré 2 secondes et demie. Et puis après, j'avais de nouveau chaud. Mais bon, écoutez, ça s'appelle l'été, c'est pas pour rien. Donc je vais faire avec. Et là, je pense que je vais lire un peu Dragon. Enfin, un guide des aventures, je sais pas du tout où je l'ai foutu, il est censé par là, mais je sais pas où il est, mais je vais le trouver et je vais lire ça avant de manger, parce que là il est 11h05 et j'ai déjà faim. Donc pas manger non plus maintenant tout de suite, mais je vais pas manger dans très longtemps, parce que j'ai faim, voilà, tout simplement. Il est 14h13 précisément, oui je pense aux heures miroirs en disant ça, je les vois jamais, je vois toujours celle d'avant ou celle d'après, bref, on s'en fout, j'ai lu un graphique de plus, voilà. Surprenant, je pense pas. Non, j'ai lu Emma et Capucine, donc c'est le tome 6. Une rentrée pleine de surprises, toujours de Jérôme Hamon et Léna Sayapoum. J'aime bien cette saga, j'aime beaucoup les dessins, je l'ai déjà dit et je l'ai dit pour Aliénor
juste avant, j'aime bien les pages où on a très peu, voire pas du tout, de bulles à lire. Et là, comme on suit des danseuses, on a pas mal de planches comme ça, où on les voit danser, mais il n'y a pas de... il y a pas de bulles. Voilà, c'est très cool. Du coup, comme le titre l'indique, bah... cette BD démarre le mardi 1er septembre. De quelle année, j'en sais rien et je m'en fous. Bah, du coup, c'est la rentrée pour les filles. Il y en a une qui fait une école de danse et l'autre qui va dans un lycée, je crois. Normal, c'est-à-dire sans cours de danse. Et voilà, on suit la semaine, c'est la semaine de la rentrée en fait. Elles rentrent toutes les deux dans la classe supérieure. Non mais c'est hyper logique en vrai, je sais pas pourquoi je le précise. Bref, et donc voilà, c'est un peu nouveau, c'est un peu différent. On aborde aussi assez en surface le changement du corps féminin et du corps masculin par rapport à la danse, les modifications que ça... Enfin, l'impact que ces modifications a déjà sur les vies des adolescents, mais ça c'est des adolescentes, mais ça c'est pour tout le monde, mais aussi sur la manière dont ils vont danser, leur centre de gravité, faire tout ça, c'est pas évident pour les danseurs et les danseuses, mais c'est très survolé. Et globalement, c'est ce que je reprocherais, une fois que j'aurai appris à parler, à cette BD. Et ça m'a pas fait ça avec les tomes précédents, mais celui-ci, je l'ai trouvé très court et très en surface, c'est très bizarre. Et effectivement, vu le tome, comment il est construit, vu ce qui se passe à la fin, alors il n'y a pas de gros suspense de ouf à la fin, encore qu'il y en a un petit quand même, mais ça appelle clairement à une suite, tu vois. Sauf que c'est le tome 6, donc qu'il est sorti en août 2019, si je dis pas de conneries, attendez, je revérifie ça. 2021. J'ai bien fait de vérifier ça. Mais bon bref, ça fait quand même presque 2 ans qu'il est sorti, et il n'y a pas de suite en fait. Alors je sais pas si Jérôme Hamon et Vanessa Yapoum travaillent dessus, s'ils ont juste pas eu le temps, s'ils ont juste fait autre chose. Je sais pas si on aura une suite un jour ou pas, mais ou s'ils avaient prévu de faire une suite et que finalement ils la feront pas, pour je sais pas quelle raison. Mais en tout cas, ça appelle clairement à une suite, donc peut-être qu'un jour on aura un tome 7 qui sortira, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai fini la saga, j'en reparlerai en update graphique comme tous les graphiques que vous avez vus dans ce vlog. D'ailleurs, j'ai bien évidemment avancé dans l'incroyable équipage du Poisson Globe, j'arrive pas à retenir ce titre, hein. Voilà. Je suis à la page 298, donc il me reste une quarantaine de pages à lire. J'y croyais pas, hein. Honnêtement, hier soir quand je me suis dit que ça serait bien que je le termine aujourd'hui, j'y croyais pas. J'ai quand même... j'ai quand même lu plus que je l'avais prévu hier soir pour avancer dans ce bouquin et me donner une chance de le terminer aujourd'hui, mais j'y croyais pas vraiment. Et là en fait, franchement il me reste 40 pages, il est quelle heure? 14h j'ai dit? C'est ça, 14h15, bah voilà, maintenant il est 14h16, donc voilà, bref. Et ouais, du coup c'est possible que je le termine aujourd'hui. Ça serait vraiment cool. Voilà. Et j'ai fini l'histoire de Guide des Dragons Tueurs, mais j'ai pas fini le bouquin. Je vous assure que je suis pas folle et je vous assure que j'ai la vérité. Donc j'ai fini de lire l'histoire. Voilà, je suis à la page 180, je sais plus combien parce que les dernières sont pas numérotées. Mais voilà, 193 je crois. Donc là je viens de lire l'épilogue, vous voyez c'est ça. Et moi je suis juste après l'épilogue. Je suis là. Donc j'ai fini l'histoire en fait puisque j'ai lu l'épilogue de l'histoire. Mais je sais pas si vous allez le voir, il reste des pages là, tu vois. Là, ça c'est tout ce que j'ai lu. Et ça c'est ce qui reste à lire. Vous voyez, donc il reste des pages. Voilà, ça s'appelle Fiche des Dragons Tueurs. Bon, je sais pas trop ce qu'il y a, et il n'y a pas énormément de lecture à faire, enfin si quand même, ça se présente comme ça, et après il y a un espèce de dictionnaire de dragonais, parce que les dragons parlent une langue à eux, et Harold parle le dragonais, et donc peut parler avec son dragon, et donc quand Harold parle à son dragon et que le dragon parle, c'est en dragonais, et en fait il y a une différence de caractère, vous voyez, ça c'est le texte normal, et ça c'est quand il parle en dragonais. Du coup, à la lecture, on peut lire, parce que c'est écrit en français, et on comprend qu'en fait il parle en dragonais, tu vois. Parce que si l'autrice écrivait en dragonais, en fait on pourrait pas lire. Ça fait un peu comme l'elfique si vous voulez, tu vois, je comprends pas, parce que c'est pas possible, c'est un peu compliqué. Voilà, je vous montre, ça c'est le dragonais, vous voyez, avec la traduction. Donc je sais pas trop si je vais réellement lire le dictionnaire du dragonais, mais je trouve ça cool que l'autrice ait pris le temps de le faire parce que dans son roman, dans son texte, elle l'écrit pas en dragonais, elle l'écrit en français, tu vois, enfin en anglais parce que c'est en VO, bref, alors que elle a réellement pris le temps de créer le dragonais. Mais je pense que je vais quand même plus ou moins lire le dictionnaire pour voir s'il y a une logique,
si je peux réussir à comprendre comment elle a créé cette langue en fait. Je trouve ça hyper cool. Voilà, et après on a un guide de conversation. Ah oui, ça me rappelle trop les cours de langue qu'on avait au lycée. Voilà, en gros c'est des conversations entre des gens. C'est les bases de ce que tu as besoin quand tu vas dans des pays étrangers. Bah là, si tu vas en Dragonie, tu vois. Voilà. Et dire comment tu t'appelles, comment ça va, demander une addition, un prix. Vous voyez, ce genre de truc que tu apprends quand tu vas à l'étranger, bah, c'est ça qu'il y a là et je trouve ça cool. Donc voilà, j'ai fini l'histoire, mais je lirai ça en plus. Je vais lire la fin du livre là tout à l'heure. Mais je vous ai pris maintenant, à la fois parce que j'avais peur d'oublier des trucs sur Emma et Capucine, ce qui me fait penser qu'hier j'ai oublié de vous dire un truc sur Harry Potter. Je vais chercher. Donc je disais, hier j'ai oublié de vous dire un truc là-dessus, donc c'est Harry Potter, la collection Harry Potter au cinéma, le tome 3, Horcrux et Reliques de la mort. Je voulais vraiment le dire dans le vlog et puis j'ai oublié, je me suis dit pas grave, je le dirai en update. Peut-être que je le répéterai en update si j'y pense, mais franchement il y a peu de chance. Donc, c'est pas un truc de ouf, mais soit ça doit être écrit genre une fois dans le tome 1 de Harry Potter, donc écrit par J.K. Rowling, soit c'est jamais dit. Et là, du coup, je trouve ça ouf que c'est écrit là-dedans. C'est pas un truc de malade, hein. Vous allez voir, faut juste que je retrouve la page. Bougez pas. Voilà. J'ai une question pour vous. Encore une fois, c'est pas un truc de ouf, mais je sais pas, ça m'a... Le voir écrit là, alors que je m'en rappelais absolument pas l'avoir vu dans les... Enfin, je me rappelle absolument pas l'avoir vu écrit dans le tome 1 de Harry Potter, et je pense que si je l'avais vu écrit, ça m'aurait fait le même effet en mode putain, c'est comme ça qu'il s'appelle, tu vois, parce que je savais pas. Enfin, vraiment, est-ce que vous connaissez le prénom du professeur Quirrell de Harry Potter, le professeur de défense contre les forces du mal de Harry Potter à l'école des sorciers? Quirrell, vous savez comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? Je pense pas que ce soit écrit, j'ai pas l'impression, en tout cas, ça m'a jamais. Et là, c'est marqué. Il s'appelle, puis alors il a un prénom. Il a un prénom qui commence par un Q parce que J.K. Rowling aime beaucoup donner aux personnages, la plupart du temps secondaires, des noms et des prénoms qui commencent par la même lettre. Franchement, faites des recherches, concentrez-vous sur les personnages secondaires de Harry Potter, vous allez voir que la plupart ont la même lettre, la même initiale, en prénom et nom de famille. Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bref, et ben il s'appelle Quirinus. Alors déjà, je connais pas ce nom de famille, mais en même temps, des prénoms qui commencent par Q, il n'y en a pas beaucoup. Et je suis désolée pour tous les Quentins de la planète, mais ça fait pas très Harry Potter-esque, tu vois, c'est pas non plus... Voilà. Et ben il s'appelle Quirinus Quirrell. Pas ouf quand même. Enfin bref, je vous avais dit, hein, c'est pas une information de malade, mais je sais pas, ça m'a perturbée de voir ça là. Bref. Voilà, donc je disais, je vous ai pris maintenant en vlog pour éviter d'oublier des trucs que je voulais vous dire sur Emma et Capucine, et parce que je voulais le faire ce matin mais j'ai oublié, donc je vais le faire maintenant, tant pis, il faut que je fasse une machine. Voilà, c'est pas passionnant du tout, mais c'est juste que ça va faire du bruit en fait. Du coup, pendant tout le temps que ma machine va tourner, je ne pourrai pas vous parler en vlog. J'aurais pu vous prendre dans ma chambre, mais... Dans ma chambre, le volet il reste fermé parce qu'il fait trop chaud, donc j'ai pas envie de l'ouvrir pour vous. Je suis désolée, je vous aime beaucoup, mais là c'est ma nuit. On parle de ma nuit et de mon sommeil, c'est important. Donc, bref, je voulais vous prendre maintenant pour vous dire tout ça. Et je vous reprendrai, même si vous vous en fichez, une fois que ma machine aura fini de tourner et que mes vêtements seront propres. Donc. Il est 17h56, je voulais finir pour 18h. Je sais pas, je me suis dit ça tout à l'heure en voyant l'heure que je pouvais finir pour 18h et... J'ai réussi puisque j'ai atteint les 800 pages, j'ai même dépassé les 800 pages, j'ai lu 820 pages. Je suis trop contente, c'est trop bien, c'est trop cool, vraiment. Et donc c'est le dernier morceau de vlog qui est bien assez long quand même, hein, donc c'est pas plus mal que je l'arrête maintenant. J'ai lu 16, le tome 4 qui est aussi le dernier, donc les grandes familles, toujours de Frédéric Maupomé et Aude Soleillac. Et finalement je suis contente d'avoir fini la saga parce que ce tome 4 était vraiment cool. Vraiment, il clôture très très bien la saga, toute l'histoire et tout ce qui est mis en place, c'est vraiment bien expliqué, il n'y a rien qui reste en suspense, c'est vraiment vraiment un dernier tome et c'est un bon dernier tome. Je vais vous montrer les premières planches de ce tome là, qui sont exactement ce que j'adore, ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Il n'y a quasiment pas de bulles, juste des illustrations, c'est trop cool. Bref, j'ai bien aimé cette saga, au final. J'en reparlerai en update graphique comme je l'ai déjà dit. Voilà. Et j'ai fini. Guide des dragons tueurs, écrit par Harold le barbare, traduit du vieux norrois par Cressida
Cowell. Donc j'ai lu les pages de la fin, là, les fiches des dragons tueurs et le dictionnaire. Et j'ai trouvé comment Cressida Cowell avait créé le norrois. Et en fait, c'est un mix de sens et de sonorité. Genre abeille, ils le disent beille. Tu vois. À côté, ils disent lapala. Yapala. C'est un i, je crois, au début, un i majuscule. Ouais, lapala ou yapala, mais en gros, c'est à côté parce que c'est pas là, tu vois. Enfin, vraiment, j'adore. Les ailes, c'est flip flap. Les aimer, c'est papoum. Je pense que c'est pour le cœur qui bat. Je sais pas si vous les citer, mais il y en a pas mal comme ça. Et vraiment, je trouve ça très cool. Après, il y a des mots qui ressemblent, hein, genre beaucoup, c'est beaucoup. Voilà. Besoin naturel, c'est caca, avec des K. Pourquoi se compliquer la vie, tu vois. Vraiment, c'est que des trucs comme ça. Et je sais pas, je trouve ça. Chat, c'est miaou. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Il y a vraiment des trucs comme ça. Et genre, choisir, c'est plouf plouf. Je sais pas, je trouve ça cool. Bref, du coup, j'ai fini ça et c'était vraiment bien. Et j'ai fini le club du calmar géant, le tome 1, l'incroyable équipage du poisson globe. Je sais pas combien de fois j'aurais dit ce titre dans The Log, mais beaucoup. De Alex Bell. Et c'était vraiment cool. La dynamique ici est très différente de la première trilogie. Mais l'histoire est dans la continuité de la première trilogie. Je l'avais pas dit jusque là parce que ben, pour moi c'était évident en fait. Mais vraiment, si vous lisez d'abord ce tome-là et cette trilogie-là avant de lire le Club de l'ours polaire, ça vous spoil la fin de l'ours polaire, en fait, du Club de l'ours polaire. Voilà, donc si vous voulez lire le Club de l'ours polaire et cette saga, bah c'est mieux de commencer par le Club de l'ours polaire, parce que sinon voilà. Et aussi, je suis pas certaine qu'on peut réellement tout comprendre ce qui se passe ici si on n'a pas lu notamment le tome 3 du Club de l'ours polaire. Et pour le tome 3 du Club de l'ours polaire, il vaut mieux avoir lu les tomes 1 et 2. Vous voyez le délire. Donc, franchement, elle aurait pu dire que c'était le tome 4. Mais bon, comme c'est plus le même club, c'est le tome 1. Mais c'est clairement la saga qui fait suite à la saga du Club de l'ours polaire. C'est pas juste un spin-off. Et au final, j'ai bien aimé. J'ai eu beaucoup de mal même à rentrer dedans. Mais j'ai bien aimé. C'était très cool. Et surtout, j'ai plus besoin de lire aujourd'hui. J'ai lu 800 pages et c'est bon. Je peux arrêter de lire là pour aujourd'hui. Il me reste dans ma palle de juin-juillet 5 livres, je crois. Je dis je crois parce qu'en fait il n'y en a que 4 là face à moi, mais il y en a un que j'ai sorti et que j'ai posé ailleurs, qu'il va falloir que je retrouve d'ailleurs. Donc je crois que c'est 5 qui m'en restent. Dont Éclat d'étoiles que j'ai commencé et j'ai toujours pas décidé si je le continuerai réellement ou pas. Faudrait que je décide, peut-être que c'est ça que je vais reprendre demain. Pour vous ça sera dans le prochain vlog. J'espère que ce vlog, plein de lectures. Franchement j'ai rarement fait un vlog avec autant de lectures sur ma chaîne. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.